ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 17 avril 2018 pour ceux qui l'auraient oublié. Moi, il m'arrive souvent de le faire d'ailleurs. Voilà, il y en a une qui rit à côté. Donc, bienvenue mesdames, messieurs dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous vous emmènerons en Alger, nous vous emmènerons aussi à Tizi Ouzou, mais également à Tamanrasset. Les événements sont multiples cette semaine. J'espère que vous en profiterez ce matin pour en savoir davantage. Tout d'abord, nous irons cap sur le Palais de la Culture. Donc nous restons sur Alger pour parler d'un événement multidisciplinaire dédié à la culture, mais surtout à la création et à la créativité. Il s'agit du Salon international de la créativité, justement. Coup d'envoi pour cet événement aujourd'hui. Il durera jusqu'au 21 et pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir le directeur artistique de cet événement, en l'occurrence Riyad Aberken, pour en parler. Ce matin, bien sûr, nous enchaînerons aussi avec Nassiba Djaidir. Nous restons dans le domaine et l'univers de l'art, puisque nous parlerons d'empreintes artistiques algériennes, mais également d'espaces dédiés, donc des temples de l'art et des arts plastiques en particulier. C'est dans la rubrique Mosaïque de Nassiba Djaidir. Et puis, dans cette matinale, nous aurons le plaisir aussi de parler un petit peu du sud algérien tant convoité par les touristes de tous bords. Il en sera question sur notre plateau avec l'invité Khadija Messaoud qui fait partie de tout un staff, un opérateur touristique qui fait au mieux pour booster un petit peu justement ce domaine en particulier. Aujourd'hui, nous parlerons du forum international consacré au tourisme saharien, le forum Atakor. Donc ce sera avec cet invité qui nous vient directement de Tamanrasset aujourd'hui. Et puis nous irons sans plus tarder à la ville déjeuner, c'est-à-dire Tizi Ouzou, pas loin d'Alger en fait, pour justement la commémoration du printemps berbère. Nous sommes à J-3 de cet événement et la wilaya de Tizi Ouzou, avec à sa tête plutôt la direction de la culture, nous a habitués à offrir justement au public des programmes et puis des activités parmi les plus intéressantes à cet effet. Donc nous parlerons de printemps berbère dans un moment avec la représentante de la Maison de la Culture, Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Et puis nous irons également sur les pas de l'émir Abdelkader, mais cette fois-ci du côté de Djelfa. Et oui, vous me direz, Djelfa. Oui, Djelfa aussi conserve des traces du passage de l'émir Abdelkader. Nous en parlerons en détail avec notre invitée Zouhour Anissa Boutaleb, une descendante de l'émir Abdelkader. Ce sera donc tout à l'heure dans Bonjour d'Algérie. Restez avec nous. Si vous avez du mal à vous réveiller, profitez de toutes ces actualités. Donc livrées rien que pour vous dans notre magazine Bonjour d'Algérie, qui est aussi le vôtre. Et puis, bien sûr, pour vous servir, tout de suite, on va parler des nouvelles du ciel avec Amel Laribi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va très bien, merci. Oui, Alger a pris un manteau gris ce matin, donc des nuages bas qui ont l'air très denses. Va-t-il pleuvoir ou ne va-t-il pas pleuvoir? Un risque de quelques pluies. Un risque. Voilà. Allez, donnez-nous les détails de la météo. En fait, en Algérie et en Europe, comme d'habitude. D'accord. Après en Europe. Allez-y, donc merci. C'est gentil. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera localement brumeux, nuageux en ce début de matinée près des côtes ouest et dans les vallées, laissant place au soleil tout au long de la journée. Par contre, sur le centre et l'est, le temps restera nuageux, accompagné de quelques pluies, notamment sur les régions de l'est. Puis le temps va s'améliorer progressivement en fin d'après-midi sur le centre et en soirée sur les régions de l'est. Au sud, excepté quelques voiles vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili. Partout ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, le Sahara central, les oasis ainsi que vers le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, plutôt agréables et douces pour la saison, avec toutefois une petite baisse par rapport à hier au centre, avec un minimum de 16 degrés du côté de l'est, plus exactement à Batna, 17 à Naba, également Sétif, Tizi Ouzou, 18 degrés sur Alger, 22 Oran, Mascara, 20 degrés Tlemcen, Djelfa, Al-Beyod, 18 à Djelfa, 26 degrés du côté de Biskra, 28 Gardaya, 30 degrés à Béchar, 32 Hassim Saoud, Ouargla, 35
35 à Tindouf, 36 degrés à Drar, Insalah et enfin le maximum toujours à Borj Beji Moukhtar et Ingzam avec 42 degrés. Et comme d'habitude, une petite escale du côté de l'Europe où le ciel restera passagèrement nuageux à Londres, également Oslo, Copenhague, Berlin, Prague, Berne, Paris, Marseille, également à la péninsule ibérique, Rome et Athènes. Par contre, les pluies intéresseront la ville de Dublin et également Varsovie, mais un temps nuageux vers Helsinki. Le mercure, quant à lui, affichera 13 degrés. Du côté d'Oslo, 12 Helsinki, 16 à Dublin, 17 à Londres, 19 Berlin, Berne, également Prague, 18 degrés à Varsovie, 22 Budapest, Bucarest, 23 à Athènes, 22 Marseille, 22 également à Paris, Madrid et enfin le maximum cette fois-ci à Bordeaux avec 24 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup, Amel. Merci. Voilà, vous avez quelque part répondu à ma question. Exact. Il va peut-être en fait. Il y aura des éclaircies, mais en fin d'après-midi. Il faut quand même se prémunir d'un parapluie. Jamais. On ne sait jamais. On Un sait petit jamais. peu Il y a dans, toujours des dans le imprévus. sac. Exact. On ne sait jamais. Il peut On y est au mois avoir comme d'avril, ça hein. des surprises. On est au mois d'avril, tout à fait. Et puis en tout cas, pas de jaloux. Autant de nuages en Europe qu'en Algérie. Exactement. Ça va. Enfin, un peu moins chez nous quand même. Un peu moins. Passez une bonne journée, Amel. Merci Radia, vous Très aussi. bien. Nous allons mettre le cap sur les hauts plateaux. Nous allons directement sur Djelfa, une des portes du désert. Djelfa donc a été visité par notre reporter Yazid Ait Mahidine. Il a choisi de zoomer en particulier sur l'Institut des langues dans cette wilaya de Djelfa. Donc voyons un petit peu cette visite guidée par Yazid Ait Mahidine. La faculté des langues et des arts de l'université de Djelfa, un pôle d'excellence et un point de chute des étudiants en langue française, en anglais, en arts plastiques et dramatiques. Les étudiants qui ont eu leur master, ils ont pu s'inscrire dans les différentes universités en Algérie, l'université de Sidi Bel Abbas, de Tlemcen, d'Oran, c'est-à-dire ils ont pu s'inscrire au doctorat. Nous avons au moins 20 étudiants qui ont pu faire une inscription dans les différentes universités algériennes. Pour l'orientation, nous devons choisir les meilleurs profils parmi les étudiants, conscients et capables de développer leurs capacités humaines. Notre doléance est d'équiper l'Institut de moyens audiovisuels. Notre institut est une destination des étudiants qui viennent des 4 coins du pays. Sur les bancs de l'amphi de l'Institut de français, les meilleurs entament la 7e promotion de master. J'ai choisi de faire le mémoire basé sur le rocher de sel, donc qui se trouve être un monument historique qui est étudié par tous les archéologues au monde. Et effectivement, un de mes aïeux a fait des recherches sur ce monument. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire la transcription phonétique en essayant de mettre en exergue tout ce qui est prononciation et bonne prononciation dans ce module. Concernant les étudiants, on voit un intérêt particulier pour le module, vu qu'on essaye de le faire de façon ludique. Les 735 étudiants de langue anglaise intensifient leur apprentissage de la langue de Shakespeare. Des moyens didactiques et un laboratoire fraîchement inauguré seront d'un grand apport pour la réussite de leur cursus. Nous avons un manque flagrant d'enseignants en anglais. Nous faisons appel à des instituteurs du collège et du lycée pour assurer les cours. Le manque est si significatif, notamment au master. Nos étudiants diplômés ont un très bon niveau en anglais. Ils parlent anglais d'une manière excellente. Je peux dire que notre université est parmi les meilleures universités en Algérie. Djelfa, une ville qui a inspiré les écrivains Ben Shrif Mohammed, Max Aub, Hamid Nasser Khouja et Mohamed Khaireddin.
opère toujours son charme auprès des nouvelles générations. Et nous restons dans cette région au cœur, justement, au cœur du territoire algérien, Djelfa. Djelfa, pour aller sur les pas de l'émir Abdelkader, vous me direz, bien sûr, c'est plutôt Mascara qui est plus connu pour avoir abrité justement des moments forts de la vie de l'émir Abdelkader, mais Djelfa aussi connaît quelques survivances de ce passage de l'émir et de l'Asmala. On va en parler avec de plus amples détails avec notre invité. Bienvenue à vous, Zohor Assia Boutaleb. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Descendante justement de l'émir Abdelkader. De la famille de l'émir Abdelkader. De la famille de l'émir Abdelkader. Et puis vous êtes actuellement secrétaire général et porte-parole de la fondation qui a consacré ses travaux à l'émir. Absolument, jusqu'à l'heure actuelle, on ne s'arrête pas. Vous parlez de Djelfa et vous parlez de toute cette littérature. Effectivement, cette ville, cette très belle ville, inspire énormément. Absolument. Jusqu'au jour où l'émir est arrivé, vous savez, quand ils lui ont prêté allégeance, ils lui ont prêté allégeance avec des vers magnifiques. Oui. Voilà, donc la poésie est en eux. Très bien. Oui, c'est vrai que la poésie populaire est née justement dans les espaces bédouins et bédouis, donc voilà, c'est très connu. Et bien sûr, j'imagine que l'émir Abdelkader avait été sensible à ce geste, lui qui est poète dans l'âme également. Absolument. Son passage à Djelfa était un passage très fort. On lui a prêté allégeance 2 fois. Ses alliés, c'est-à-dire qu'en allant à Djelfa, je voulais un peu dépoussiérer l'histoire et parler des Ouled Naïl, donc de la tribu des Ouled Naïl, qui sont des milliers et des milliers, qui ont rejoint tout de suite la lutte donc, de libération auprès de l'émir. Et nous avons eu le grand Cherif Belahrache, qui a été donc le bras droit de l'émir Abdelkader et l'a suivi dans toutes les batailles. Voilà. Et le choix de l'émir avec si Cherif Belahrache, qui a été un homme, d'abord, il avait une notoriété, il était jeune, il était fils de Zawiya, il était riche, donc il choisissait ses hommes et c'était un excellent cavalier. Excellent cavalier avec une aura, c'est ce qu'il faut en fait pour convaincre la population de les suivre. Absolument. Tout à fait. Donc il était de toute façon un fin stratège, l'émir Abdelkader. Absolument. Sinon il n'aurait pas pu justement subsister toutes ces années face à cet occupant qui était vraiment quand même très bien nanti en termes militaires. Tout à fait. Et il faut croire, quand on est sur place là-bas déjà, il y a quelque chose qui nous parle, les traces de l'émir Abdelkader et de ces Ouled Naïl qui étaient avec lui. Et j'ai été un peu partout jusqu'à la maison de l'émir Abdelkader, qui se trouve à Messaad. J'ai été un petit peu, et même les noms je pense, et je salue les gens de Djelfa qui me regardent aujourd'hui, parce qu'ils m'ont appris plein de choses. L'émir Abdelkader aurait éventuellement... Ils sont autour de vous sur cette photo, justement. Alors, laissez-moi regarder. Alors, là, je me retrouve avec la famille Mkhalat, exactement. C'est un ancien moudjahid qui m'a bien voulu me recevoir et me parler d'un pan de l'histoire, justement, de la révolution de 54 à 62. Donc, ce monsieur qui est au milieu, avec toute l'équipe, monsieur Hamrarouche, directeur de l'hôtel, et qui nous a bien reçus, les amis, il y a aussi les chercheurs qui ont fait donc le colloque. Tout le monde est là. En tout cas, c'est une région, vous le disiez tout à l'heure, qui connaît énormément de poètes, des poètes qui ont chanté justement, qui ont mis en avant les épopées les plus illustres, peut-être entre autres celle de l'émir Abdelkader. Celle de l'émir Abdelkader, mais je ne parle pas que de la poésie, parce qu'il y a des choses extraordinaires que l'émir Abdelkader a retrouvées. Quand vous avez parlé de Mascara, il a un peu fait la comparaison. D'ailleurs, il y a Zmila, qui ressemble à la Zmelt el-Amir Abdelkader. Il a appelé ça, donc c'est un endroit où il appelle ça Zmila.
Le Karamonia, qui est le Karamonia. Alors là, je suis ici, chez la famille Belahrache. Là, je suis ici sur les plateaux. C'est là où l'émir Abdelkader, on lui a prêté allégeance. Là, c'est la maison de l'émir Abdelkader juste avant que vous... très bien. Voilà, donc un petit peu, il y a toutes ces photos. Là, c'était à l'université, quand j'ai fait quelques conférences avec les élèves, parce qu'il fallait mettre la graine pour que les élèves s'inspirent de l'émir et qu'ils soient fiers de leurs origines. Et le rôle de la fondation, en fait, c'est surtout l'unité nationale. Pour être un peu partout avec les élèves, leur donner cet amour du patrimoine, cet amour de leur histoire, qu'ils soient fiers de leurs racines et de leurs origines et qu'ils s'identifient au moins à ces héros de la nation, entre autres l'émir Abdelkader, Cherif Belahrache et tant d'autres. Oui, absolument. Donc c'est vrai que vous sillonnez un petit peu le pays, mais aussi certains pays étrangers. Voilà. D'abord pour raconter l'histoire de votre aïeul, l'émir Abdelkader, qui est aussi notre gloire nationale également, puisqu'il a fondé le premier État algérien. Donc c'est vrai que là, pourquoi le choix de Djelfa? Djelfa, c'est la première fois où vous consacrez justement tout un travail de 2 années, vous m'avez dit. Absolument, parce qu'elle a été oubliée, tout simplement. Djelfa a été oubliée, et en rencontrant toutes les personnes, les notables de Djelfa, notamment la fille de Cherif Belahrache, Amina, que je salue, qui me disait, quand je suis allée au musée du Moudjahid, j'ai dit à mon père, mais où sont nos aïeux? Ici, au musée. Ça m'a interpellée parce qu'elle avait raison. Et ce sont des gens qui se sont battus pour l'histoire, qui se sont battus pour l'Algérie. Et c'est quand même extraordinaire. Très bien. Là, on voit une espèce de stèle. Ah, là j'étais à l'Zmalet Amir Abdelkader. C'est là où il y a eu, je dirais, un génocide. C'est là où il y a eu donc la prise de la Smala. C'était donc un 16 mai. Où en quelques heures, ils ont carrément décimé absolument les tribus, mais surtout à l'époque, il y avait femmes et enfants. La Smala se déplaçait justement avec toute la famille. Et donc j'étais là-bas où j'expliquais un petit peu cet endroit on devrait vraiment faire beaucoup de choses pour réserver le patrimoine. Et je suis dans le patrimoine en ce moment, je me dis c'est une honte, il faut préserver notre patrimoine parce que là, ça va un peu à l'abandon. Et mon passage là-bas, fait que je voudrais attirer l'attention à nos autorités pour justement faire attention à ce genre de choses. Oui, à Mascara, on a fait attention à cela. Le parcours de l'émir Abdelkader a été réhabilité de fort belle manière. Chaque étape, chaque escale dédiée à cette personnalité donc emblématique. On a eu de bons walis à Mascara qui ont fait un travail extraordinaire. La fondation a été aussi sur place pendant des années. Donc, effectivement, je le vois à travers mon père, qui est le président de la fondation, Mohamed Lamine Boutaleb, qui vous salue tous d'ailleurs. Oui, et aujourd'hui, c'est moi qui prends sa place. C'est bien. Il faut bien qu'il y ait une relève, c'est excellent. Et là, il nous écoute, et justement, pour parler toujours de l'émir et vous parler aussi de l'étranger. Effectivement, on a fait un travail extraordinaire. L'émir, maintenant, il est partout. Donc, quand on parle de l'Amérique latine, il est donc à Cuba, il est en Argentine, nouvellement, au Mexique. Le travail donc du président de la fondation que je salue s'est acharné pour justement mettre un point d'honneur pour marquer le territoire algérien, notre histoire, à travers le monde. Donc, quand vous allez aux États-Unis, vous avez El Kader, la ville d'El Kader qui nous reçoit. Au Mexique, j'ai eu l'occasion de voir une très belle statue. Ah oui, oui, mon père était derrière. Oui, effectivement. Il y a les places, là, alors là, oui, je reviens sur Djelfa. Alors, ce que vous voyez ici, c'est notre Saint-Coran écrit de la main de l'émir Abdelkader, offert à son ami Cherif Belahrache, justement. Et là, je l'ai retrouvé dans la famille. C'était vraiment une découverte extraordinaire et qui m'a précieux manuscrit. Ah oui, mais qui m'a émue. C'était vraiment très, très touchant. J'étais émue aux larmes. Très fort, j'imagine. Oui. Et puis voilà, j'aimerais quand même rappeler, parce que c'est vrai que
on ne pourra pas parler dans une séquence de 15 minutes de façon exhaustive de l'émir et de sa valeur, mais on va quand même rappeler, avant de passer à un autre volet, parce que Bien vous sûr. avez aussi une autre casquette, vous êtes une fervente défense. Comment dire, vous travaillez, vous œuvrez énormément aussi pour le bien-être de la femme et ses droits. Donc on va en parler aussi dans le deuxième volet de cette émission. Mais tout de suite, j'aimerais quand même qu'on parle de la valeur de l'homme. L'émir Abdelkader, donc... était un saint. Pour moi, quand on parle de l'émir Abdelkader, le fondateur de l'État moderne algérien, était un homme saint, un homme courageux, un homme valeureux. On doit justement, on ne le connaît pas assez. On essaye, la Fondation essaye, on donne tous les moyens, on ne nous donne pas tous les moyens qu'il faut. D'ailleurs, souvent je pose la question à mon père et je lui dis, mais sans rien, sans argent, on fait des choses extraordinaires. Mais si on avait les moyens, qu'est-ce qu'on aurait fait vraiment pour notre histoire? Parce que moi, je parle de l'émir, mais je parle de toute notre histoire, de cette époque, de cette période. Mais si riche qu'on veut étouffer. Non. Et là, j'invite d'abord nos historiens à écrire davantage et surtout avec une plume, pas du colonisateur, mais avec une plume purement algérienne. On a eu donc de grands historiens. Il y a un travail de recherche qui se fait un peu partout. Je fais tous les salons du livre chaque année. J'y suis. Donc, je suis tout ce qui s'écrit sur l'émir et je suis très fière de nos écrivains et de nos chercheurs. Vraiment. Oui. Dernièrement, vous vous trouviez à Paris et avec un groupe de jeunes qui étaient intéressés par l'histoire et vous avez... oui, il y a quelques mois... Vous avez fait un lifting dans un quartier. Ah oui, par exemple. Oui, tout à fait. Effectivement, je suis arrivée à Paris il y a le mois de mai dernier et nos jeunes Algériens de Paris m'ont dit « Madame Boutaleb, c'est l'anniversaire de la mort de l'émir Abdelkader, il faut qu'on fasse quelque chose. » J'ai dit « Mais bien sûr, on y va. » Et on est allé déposer donc une gerbe de fleurs à la rue Émir Abdelkader qui se trouve juste à côté de la mosquée de Paris. Et donc, 24 heures avant, donc cette pancarte a été carrément... on avait mis de la peinture pour cacher le nom Place Émir Abdelkader. Il a fallu que ces jeunes, vous voyez comment notre jeunesse de l'autre côté travaille sur leur histoire, ils sont jaloux de la mémoire de leurs ancêtres. Et effectivement, ils ont écrit à la mairie, ils ont fait des pieds et des mains, et on est venu tout relaver. Et quand on est allé à 5 heures de l'après-midi, tout était impeccable. Voilà, et je salue nos amis à Paris pour tout le travail qu'ils font et le travail qu'ils essayent de perpétuer un petit peu leur histoire. En tout cas, les jeunes de Djelfa pourront profiter de cette deuxième journée donc consacrée aux traces justement de l'émir Abdelkader dans leur région. Absolument. La rencontre au niveau de l'université de Djelfa avait débuté hier. Elle se poursuivra encore aujourd'hui. Aujourd'hui, donc elle se clôture aujourd'hui. Mais on aura d'autres rencontres à Djelfa avec les Ouled Naïl, avec la Fondation Ouled Naïl, qui va prendre le projet avec la Fondation Émir Abdelkader, Inch'Allah. Oui. Un mot par rapport à vos activités rapidement, donc relatives effectivement, là je reviens à la femme. Oui, je fais partie des droits de la femme musulmane dans le monde. Je fais partie de cette fondation Karama qui se trouve à Washington, dont la présidente est Aziza El-Hebri, qui est libanaise d'origine, mais en fait d'origine algérienne, parce qu'elle fait partie de la grande confrérie de l'Hebriya, qui sont allés en exil avec l'émir Abdelkader. Et on s'est retrouvés donc là-bas, et avec des tas de problèmes de femmes musulmanes, non comprises déjà aux États-Unis. Il y a énormément de convertis, mais ils ne comprennent pas réellement ce que c'est que l'islam. Donc cette femme fait un travail extraordinaire, déjà aux États-Unis, mais à travers le monde. Là, j'ai pas pu l'accompagner aux Philippines, mais elle est revenue des Philippines, mais très chagrinée, parce qu'elle me disait, Zhour, si tu pouvais savoir comme notre islam est faible là-bas. Ils sont demandeurs, et elle est allée avec quelques manuscrits de notre Saint-Coran. Les pauvres, ils n'avaient même pas de Coran sur place. Donc voilà, juste un petit peu pour parler de cette fondation qui fait un travail justement à travers le monde, les droits de la femme musulmane
musulmanes dans le monde et essayer de parler de l'élite, des femmes élites surtout. Voilà. Absolument. Vous en faites partie puisque vous prenez la relève déjà à la tête d'une fondation prestigieuse. Donc vous faites un si bon travail. Donc on vous souhaite une bonne continuation pour tout cela. Et j'espère qu'à l'occasion nous pourrons développer davantage cette autre facette de Zohr Assia Boutaleb, donc consacrée à la femme vraiment à tous les niveaux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et bon vent pour toutes vos recherches, bon vent pour toutes les actions, donc à l'effet de faire revivre et donner vie justement à cette personnalité que nous respectons tous, l'émir Abdelkader. Et puis nous continuons de parler justement, lui il aimait beaucoup les arts, il aimait beaucoup la littérature, il était la littérature dans l'âme, mais aussi... Oui, mais il était pour la technologie nouvelle, il était pour beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'émir Abdelkader? Comme vous dites, une séance de 15 minutes ne suffirait pas. Donc, je reviendrai vous en parler une autre fois. Avec plaisir. Merci en tout cas, encore. C'était juste pour offrir aux téléspectateurs une petite transition un petit peu en douceur pour les amener vers le reportage qui va suivre, qui nous fait découvrir justement une empreinte des arts plastiques. Il s'agit de Madame Bourahli, donc rencontrée par Nassiba Jaïdir. On va un petit peu découvrir le talent de cet artiste et retrouver juste après Nassiba Jaïdir et ses invités sur ce même plateau. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est faire un pop art des célébrités algériennes d'hier et d'aujourd'hui. Et voilà, donc j'utilise un support en bois pour avoir cet effet un petit peu psychédélique. J'utilise plein de couleurs que je superpose et tout. Et après, je travaille juste les ombres. Celui-là, c'est Atman Ariwet. On a l'inspecteur. Et on a Flag. Voilà. Mes œuvres, comme ça quand une personne veut venir et tout, elle vient directement voir toutes mes petites œuvres. Alors bon, c'est toujours un support de bois, mais cette fois-ci, c'est une autre technique, c'est le collage. Et j'utilise de la récup, comme là, c'est des anciennes cartes de vœux. Voilà. C'est des anciennes cartes de vœux, je fais ma découpe
et je colle avec une colle spéciale et tout. Et ça donne cet effet. Et je rajoute juste quelques petites touches de cerne. Les invités de Nassiba, j'allais dire, sont déjà parmi nous. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver tous les mardis. Bah, nous aussi, on est ravis. En tout cas, Merci. on fait de belles découvertes avec vous, Nassiba. Tout à fait. Aujourd'hui, certainement que vous nous préparez quelque chose d'intéressant. Comment Une belle découverte. Ah oui, moi j'attends. Une belle J'attends. découverte. Alors cette semaine, direction la galerie d'art Aïda qui Très expose bien. un artiste qui nous vient des États-Unis. D'accord, mais il est algérien quand de même. San hein. Diego, tout à fait. Il tout m'a à dit fait. quelques mots en arabe là à l'instant. Oui, c'est clair, c'est clair. Suivez mon regard C'est donc. clair. Alors avec nous ce matin, Souad Tayyar, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce Merci matin. à vous pour l'invitation. Accompagné de Mohamed Bessissa qui vient de San Diego. Bonjour aussi. Bonjour. Alors une belle découverte dans votre galerie, Souad. Eh bien oui, c'est ce que j'appelle une exposition express. Éclair. Éclair même. Donc la rencontre s'est faite via Messenger. Il m'a contacté, il venait pour rendre visite à ses parents. Et il m'a dit, est-ce que je peux exposer? J'ai dit, si vous avez du talent, marhaba. Joindre, c'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. Joindre Ça se fait l'utile à ainsi. l'agréable, C'est bien. absolument. Et donc, on a dû me faire préparer l'exposition en un temps Très record. rapidement, un très temps très record, je rapidement, dirais, hein. vraiment un temps record. J'étais en train de préparer la prochaine expo et dans l'intervalle, j'ai placé Mohamed Bessissa. Excellent. Alors, expression plurielle, pardon, c'est le titre générique de cette exposition. Oui, le titre. Alors le vernissage a eu lieu samedi dernier. Moi, Non, je suis venue- jeudi. Jeudi dernier. Moi, je suis C'était le venue 3 12. jours après. Voilà, c'était le jeudi 12. Et l'expo se termine d'ailleurs jeudi 19. Expression plurielle, pourquoi? Parce que notre ami artiste s'exprime vraiment de plusieurs façons. Donc il y a l'expression plastique, il y a l'expression lyrique. Donc on est vraiment c'est vraiment la transformation de la poésie en œuvre et de l'œuvre en poésie. Donc il y a cette connectivité entre les deux. Et puis quand on voit les tableaux de Mohamed Bessissa, on comprend. On a un petit aperçu hein, sur les places. Tout à fait, tout à On a fait. un petit Ouais, aperçu. ouais. Alors, cette rencontre, Mohamed Bessissa, avec Souad Tayyar, une belle rencontre, j'imagine. Bonjour. Il y avait du monde aussi, il y avait beaucoup de monde. Le jour du vernissage, ça a été aussi peut-être des retrouvailles, des Il y rencontres, avait du des monde, oui. connaissances. Il y avait du monde, Tout à fait. mais malgré le mauvais temps. Alors, vous êtes artiste plasticien. Vous Absolument. vivez et travaillez à San Diego. Bonjour. Excusez-moi, je tiens à remercier le staff pour cette invitation. Et puis, un petit mot parce qu'on nous en veut beaucoup quand on est d'emblée comme ça, dans le tas. On est un peu poussé par le temps, mais cette fois-ci, je tiens pour dire un mot, une pause de tristesse pour ce qui s'est passé Oui, le mercredi, le triste pour mercredi. le crash. Mais je dirais que c'est un accident et on compatit. Et puis les accidents et les malheurs sont à travers le monde. Et on doit avoir cette pensée pour tout le monde. Quoi. On se joint à vous pour avoir une pensée Absolument. pour eux. Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. Pour revenir c'est-à-dire à la galerie, c'est une grande surprise. C'est un chapitre vraiment intéressant qui s'écrit dans ma vie. Quoi. Je suis là parmi vous, dans mon pays, comme Souad l'a bien mentionné. Alors donc, je ne pourrais exprimer ça en mots. C'est une expression, c'est une couleur. C'est une couleur, c'est une belle rencontre. Alors, vous êtes artiste plasticien, vous vivez depuis plus de 10 ans, 20 ans, hein, je dirais, aux États-Unis. 22 ans aux États-Unis, oui, absolument. Vous avez étudié ici en Algérie, vous êtes licencié en sciences politiques. Absolument, absolument, j'ai continué mes études. Oui, là-bas vous avez aussi. continué vos études, donc il y a eu un master. Oui, absolument. Je prépare un doctorat en éducation. D'accord. Je crois que le pays a besoin de
tout, Oui. y compris l'éducation comme socle, bien sûr. Tout à fait. Vous vous passionnez aussi pour la peinture. Ça fait pratiquement 10 ans que vous vous consacrez pleinement à votre passion. Absolument. Et en parallèle, il y a aussi chez Al-Melhoun, la poésie. Oui, donc ça, c'est vraiment important de le mentionner parce que c'est une quête en soi, déjà. Alors, j'ai commencé par la peinture comme ça parce que, pourquoi je me cherche. C'est un grenier à l'intérieur et puis je fais sortir des choses le plus spontanément possible. Alors donc, j'ai viré vers c'est-à-dire la peinture et puis je suis connu dans les milieux d'avoir le dernier mot. Et je suis quelqu'un qui a le mot assez aiguisé. Alors donc, et j'ai des ancestraux, j'ai une grand-mère maternelle bien sûr qui était poétesse au sens, c'est-à-dire la poésie orale. Alors donc, j'ai cherché dans tout ça, puis je suis de Mostaganem. Oui, je dois le mentionner parce que c'est une fierté c'est-à-dire disons, de l'art populaire. C'est toujours la capitale. Le berceau même de l'art populaire. Vous avez baigné dans l'art dès votre plus tendre enfance, dans cette ville d'art et d'histoire, je dirais. Et pour dire que, bon, il y avait des questions qui m'avaient été posées pour la peinture et l'art, je dis que la corrélation peut se faire, c'est-à-dire parce que on verse dans l'art, elle peut se faire par la personne qui apprécie. Alors donc, on a l'art d'un côté, et l'art, pas n'importe quel art, enfin, disons, il n'y a pas n'importe quel art, mais il y a l'art le figuratif, mais l'art libre, déjà avec Jackson Pollock, à la révolution des années 50, l'ébullition, et ça exprime une conjoncture. Maintenant, cet art-là, ça réfléchit, ça pense. Alors donc, quand on voit le mixage des couleurs, c'est pas moi qui dicte c'est-à-dire à l'appréciateur de voir ce qu'il doit voir. C'est son cerveau, c'est son sentiment. Son vécu aussi. Absolument. Ça fait sortir beaucoup de choses. On n'est pas encore arrivé au mystère de la couleur. Alors donc, puis je reviens à l'art populaire. Je dis que maintenant, je dois relever le défi et enlever c'est-à-dire ce mot dans la littérature orale qui est parti dans les cafés et qui est parti dans le Google, le Meddah Soug. Maintenant, je l'utilise moi aussi parce que je fais partie de la classe soi-disant intellectuelle comme ça pour dire quelque chose et faire transmettre un message au large public qui comprend plus l'art populaire oral c'est-à-dire la lecture. D'autres expressions. Donc c'est authentique, en fait, c'est vraiment authentique. En parlant de chez Al-Melhoun, justement, Souaed, vous avez consacré tout un après-midi, 2 jours après le vernissage, à déclamation. Il y avait une déclamation poétique, puisque le jour du vernissage, il y a trop de monde, donc on ne peut pas apprécier. C'est pas possible de faire tout le même jour. Et puis, il faut dire que le jour du vernissage, il y avait vraiment une connectivité entre les invités et l'artiste. C'était bien parce que chaque toile soulevait un débat. C'est le public qui se projetait à l'intérieur de l'œuvre. Et c'est vraiment le but recherché. Tout à fait. En fait, chaque toile racontait sa petite histoire. Ne dit-on pas qu'une toile doit être écoutée comme un poème et non pas vue. Donc, oui, ce sont les émotions. C'est les émotions. Donc c'était vraiment le cas. Et donc 2 jours après, on a fait une déclamation poétique avec l'artiste qui est lui-même poète et accompagné de Mina Belmihoub. C'était très beau. Et on était finalement entouré aussi de poètes et de poétesses. Donc chacun déclamait à son tour. Alors quand la peinture et la poésie se mêlent et s'entremêlent, quoi de plus agréable, j'imagine. Absolument. C'était un après-midi très relax, j'allais dire. Ah bah c'est génial. Et mouvementé aussi. Et mouvementé. Peut-être un petit tour, on va visiter l'exposition. Avec plaisir, oui, on va voir un petit peu la perception du monde de Mohamed Bessissa. Alors, exposition, donc expression plurielle, c'est le titre générique de cette exposition. Absolument.
Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses refoulées. C'est exactement lui, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et après j'ai vu ses tableaux. Je pense que tout ce qu'il y a sur ces tableaux, c'est Mohamed Bessissa. Son projet d'exposition en Algérie a enfin abouti. Il a abouti dans cette galerie qui s'ouvre à toutes les aventures créatrices. En cette saison printanière, cette galerie d'art accueille plus d'une vingtaine de ses œuvres d'art. L'artiste ose et innove. Son espace plastique, il l'aménage avec force et émotion. Un espace plastique où l'on découvre toute une gestuelle en action. Bessissa utilise des techniques mixtes et différents matériaux de travail. Je suis quelqu'un qui s'aventure un peu dans ses émotions pour essayer de donner un sens à ce que je fais tous les jours dans la peinture. Et j'ai commencé à avoir une communication assez spéciale avec cette peinture, de la sentir, de peindre avec d'autres éléments, d'autres matériaux que d'autres gens n'ont pas peint avec. Et ça rentre dans la quête de soi. Et la plus grande des expériences était quand j'ai travaillé dans un cadre, enfin disons dans une peinture où j'ai utilisé mes 10 doigts. Alors maintenant, j'espère que les gens disent que moi je sais quoi faire de mes 10 doigts. En Algérie, c'est sa première exposition. Aux États-Unis, Mohamed Bessissa a eu à exposer à plusieurs reprises. Il a pu se frayer un chemin sur la scène artistique. Aujourd'hui, ce plasticien présente son travail dans son pays natal. Un travail artistique où il avance, recherche et explore avec cette Je dirais pour finir, great. Voilà, pour rester dans le langage. Great. Alors je rappelle que le reportage, les images ont été signées par Faisal Kshroud. Ouais. Le duo avec le duo sympathique, très amoureux de l'art. Oui, la prise de son, Reda Belazougi. Et qui adore justement la chose artistique. Voilà, et au montage, j'ai été assistée par Rima Bouhidel. C'est un travail d'équipe. Ah bah oui, voilà, oui, tout comme cette équipe ici présente. Absolument, absolument. Alors on a vu beaucoup des formats, je vais insister sur les formats d'étoiles. Peut-être la prochaine fois, il y aura peut-être, vous travaillez surtout sur les grands formats en général. Hein. Tout à fait. Mais pour des raisons pratiques cette fois-ci, donc il y a eu des moyens exceptionnel formats. Que les formats soient petits cette fois-ci. Oui, parce mais qu'en fait, j'imagine son travail sur le grand format. Il était un peu sceptique, il ne savait pas s'il allait exposer ou pas. Oui. Mais comme on est déjà sur un projet de réalisation d'une exposition l'année prochaine, donc ça va être les formats réels, donc c'est le grand format. C'est un art qui s'exprime sur de grands espaces. Hein, et aussi un recueil de poésie. Donc d'ores et déjà, il y a un autre projet, il y a un projet d'exposition, une grande exposition qui sera mémorisée par un livre d'art. Par un livre d'art, donc il y aura le recueil de poésie de notre ami artiste, ainsi que ça sera vraiment l'expression plurielle. Donc on va reconduire l'expression plurielle, poésie et peinture. Vous allez aller dans le même sens que pour Hafian, Abdelzak Hafian, il y a eu déjà un livre d'art qui retraçait un petit peu son parcours. Hafian, c'est une poésie que j'ai recueillie selon la sensation, mais ça c'est la sensation de l'artiste. Carrément, c'est la poésie de l'artiste. Ça sera différent.
Absolument. Alors, vous exposez pour la première fois à Oui. Mohamed Bessissa en Algérie. Alors, qu'en est-il aux États-Unis? Racontez-nous un petit peu comment que ça se passe. Ouais, remarque, les États-Unis, moi, bon, j'étais un peu reluctant. Puis je me suis dit, bon, je suis quelqu'un d'autodidacte et je travaille beaucoup Oui. dans mon garage. Les gens qui sont à ma proximité, c'est-à-dire mes voisins, mes copains, mes amis, ma famille, ma femme, Samia. Oui. Alors elle vient, elle me dit, bah, ça quitte pas la maison. Ça doit surplomber le salon. Je dis oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon émotion. Mais j'avais quelques reluctances à partager déjà mon sentiment. Et puis elle me dit il faut partir, il faut qu'on contacte les galeries. Et puis on les a contactés, ils étaient vraiment ravis. Et puis je suis dans des programmes de galeries. Chaque année, je présente. La plus grande des présentations était la première. Et il y avait 75 pièces déjà. Déjà, quand même. Vous avez pu quand même vous frayer un chemin sur la scène artistique aux États-Unis. Oh oui, même les artistes venaient, ils appréciaient, et ben, ils connaissent déjà Jackson Pollock avec sa spontanéité. Et puis je partage directement la même spontanéité, je suis quelqu'un de spontané. Donc il y a des... Absolument, à 100%. Alors, Je confirme. Elle le confirme déjà. Donc il y a eu des rencontres, des échanges, et ça se passe comment Et elle le aime contact, certainement la ouais spontanéité, le naturel, etc. Ah, oui. C'est pour ça que ça a fait une équipe gagnante qui réitère l'expérience. Oui, tout à fait. On n'est pas dans le faux, avec Mohamed Bessissa, on n'est pas dans le faux semblant. Oui. C'est lui. Il s'exprime d'une façon directe. Il a une spontanéité qu'on retrouve d'ailleurs dans ses peintures. Dans ses peintures. Dans ses peintures. Il a le geste franc. Et on le retrouve aussi dans sa peinture. Il y a une bonne gestuelle. On le voit dans cette silhouette-là, cette ombre qui plane sur un environnement, c'est pas mal. Absolument. Et donc, lorsque je l'ai rencontré la première fois dans ma galerie, je l'ai écouté pendant un bon moment. Hein, tu te rappelles, je n'avais pratiquement rien dit, c'est lui qui parlait. Et après, je lui ai dit, ok, c'est bon, on fait cette exposition. Parce que... Je dois lui payer un café pour ça. C'est comme ça qu'on dit quand on est flatté ou bien quand on parle de nous. Tout à fait. Alors, dans le reportage, vous avez dit que vous travaillez aussi vous utilisez différents matériaux, vous travaillez aussi sur des techniques mixtes. Et vous utilisez aussi les 10 doigts de la main. Absolument, absolument. Ça, je crois que c'est ça. Il n'y a pas de bride. Et puis, ce que j'exprime, c'est une sensation. Alors donc, je ne voudrais en aucun cas que quelqu'un vienne et me dise il faut utiliser ça parce que vous êtes en train de travailler sur ça. Je crois que c'est un libre cours à tout. À votre imagination, à votre créativité. Et vous osez. Il y a de l'audace créative. Vous osez. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de contrainte. Voilà. Absolument pas. Et j'initie mes enfants, bien sûr, que je salue au passage. Alors donc, ils sont là et par la même occasion, je dois profiter pour dire que j'ai le cadet qui est autiste et il fait un travail vraiment laborieux en termes de peinture. Bah, il se salit, la mère, elle doit c'est-à-dire... Le gronder de temps en temps. Bon, mais je veux pas ça. Au contraire, il se libère là. Par la même occasion, je tiens à saluer toutes les associations des autistes, plus précisément celle de Madame Yahyaoui qui m'a fait visiter la sienne, mais c'était un travail vraiment laborieux. Absolument, et c'est une thérapie aussi. Absolument, c'est plutôt thérapeutique, c'était le mot que je cherchais. Ouais. Alors donc, il y a tout un travail à faire et on est là. Et puis, la nature de l'être humain, c'est l'essence de l'espoir. C'est relié à son existence, il n'y a pas à dire. Alors donc, on pousse pour notre Algérie, pour notre essence et plus précisément pour notre identité. Voilà, c'est bien dit. Merci. Alors pour clore le débat, pour terminer, peut-être vous allez nous déclamer quelque chose ce matin? Oui, absolument, bien sûr. Bon, disons que aimer, je crois que c'est ça, c'est vivre. C'est vivre, absolument. Voilà. Alors, donc j'ai choisi le poème il n'est pas percutant, mais il est plutôt sans frontières. Il est sans papier, sans passeport. Il rentre et c'est tout. Universel. Comme on dit, he doesn't have
even to knock at doors. Yes. Heart's doors. So, sans frapper aux portes. Exactement. Bon, j'ai une traductrice ici. On essaye. Bon. روح هواية يسابيل روح هواية. أنا الهاوي مخصوص هو الحبيب ما وصلني في حين اللهفة هذاك حد صبري والقلب نكوى ما لقيت له جاب عليه يشفى برمت عليك حيطان حتى ظهري نطوى ما سويت رمقت عينك غير القفا عياد ومواسم يبان خيالك البصري نسوى غير سموم التعاب محيطة بالجفا رفيع عليا راه حبي فيك نشوى مسلم ليك جملة داريبية صاحب الخفا قربك ليا دوا لاقي فيه خمرة وصحوة وبعدك شديد الباس وإلا شفيتيني نطفى لا تخليني فريسة الشفاية والبلوى حكايتي في سواق الدراوش وأهل الحفا. يعطيك الصحة. برافو. برافو برافو. Bravo, c'est très profond. Bravo, c'est... Hymne à l'amour. Oui, absolument, c'est hymne ça. à l'amour. C'est ça. On y est très sensible. Je dis ça à ma femme Sonia et à toutes les femmes, les belles femmes qui m'entourent, et toute la femme algérienne plus précisément, et à toute la femme du monde, quoi. Au nom de toutes les femmes, merci Mohamed Bessissa. Merci également à Souad Tayyar et à Nassiba Jaïdir. Merci. Oui, Nassiba, vous vouliez peut-être annoncer quelque chose au terme de cette séquence? C'était plutôt Souad qui devait annoncer, mais alors rapidement. Alors, je voulais juste annoncer la prochaine expo qui aura lieu le 26 avril. C'est un jeudi. C'est Adel Daas. Le titre, c'est Un art, un esprit. C'est la première fois que Adel Daas expose en individuel. Ah bah excellent. Voilà. C'est prometteur pour la rubrique mosaïque. Absolument, il y a un bon programme en perspective. Inch'Allah. On attendra avec impatience. Oui. Un coup de vent comme ça pour quelques secondes pour remercier tous les gens qui étaient derrière cet exploit, je pourrais expliquer comme ça. Je remercie mon père et ma mère pour qui je suis venu visiter. Alors, je remercie ma femme Sania, mes enfants Salah, Ibrahim et Zakaria. Je remercie mes frères et ma soeur aux États-Unis, elle est à New York. Alors donc, je remercie les amis, Slimane Babou, Sofiane, Karim Aïssaoui, Mustafa et Hawas et mes cousins qui ont fait un grand travail à venir comme ça, c'est-à-dire pour assurer le transport et leurs familles, leurs enfants aussi. Voilà. Et tous ceux que j'ai oubliés, on m'excuse, mais c'est tout le monde. Ouais, j'espère qu'ils vous suivent ce matin et on les salue également à notre tour. Voilà, et très sensible et vraiment très comment dire, loyal. Bessissa, pardon, Mohamed Bessissa. Et c'est nous qui vous remercions à notre tour d'avoir été parmi nous ce matin dans la matinale Bonjour d'Algérie. Merci infiniment. J'imagine que vous aimez aussi les voyages, mes amis. Donc tout de suite, on va un petit peu parler de tourisme dans la séquence suivante. Mais avant, visitons un petit peu le salon international consacré justement au tourisme du côté de la ville des Ponts. Sirta Tourisme, c'est tout de suite dans ce reportage. Sous le slogan Constantine, carrefour des civilisations, plus de 50 exposants, dont une vingtaine d'entre eux des établissements hôteliers de Turquie, d'Italie, d'Allemagne, Tunisie, Maroc, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, participent à l'édition du Salon international du tourisme et des voyages, Sirta Tourisme, avec l'objectif nouer des relations d'affaires avec des partenaires algériens pour promouvoir leurs produits respectifs. La manifestation a pour objectif d'encourager le tourisme domestique, mettre en exergue les potentialités du secteur et établir des relations d'affaires avec des acteurs étrangers pour promouvoir la destination Constantine. La première journée du Salon international du tourisme et des voyages m'a suscité un engouement notamment de visiteurs qui ont découvert à l'occasion les multiples offres et promotions proposées par les opérateurs touristiques participants. Le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, touche 5 secteurs stratégiques. Le secteur du tourisme en fait partie. Nous sommes ici afin de faire connaître notre micro-entreprise. L'entreprise Air Algérie joue un grand rôle dans le développement du tourisme en Algérie. D'ailleurs, nous sommes présents ici avec des prix très intéressants.
Si nous sommes présents ici, c'est pour booster et redynamiser l'activité touristique à Constantine. Cette manifestation s'étalera sur 4 jours. Elle constitue une occasion pour les participants algériens afin de tisser des relations d'affaires avec des acteurs étrangers dans le but de promouvoir la destination Constantine. Et je vous le disais tout à l'heure, nous allions parler de tourisme ce matin, tourisme saharien en l'occurrence, avec notre invité qui vient de nous rejoindre, Khadija Ben Messaoud, bienvenue. Merci. Vous venez directement de Tamanrasset. Tout à fait. C'est excellent. Donc vous êtes à la tête d'une agence touristique, vous êtes opérateur dans la région, donc à Tamanrasset en particulier, ça s'appelle Itinérance, et vous prenez part à un événement, voilà, un événement qui vient justement booster encore une fois cette longue chaîne dédiée au tourisme saharien. Tout à fait. Donc moi j'arrive plus pour parler de ce forum qui s'appelle le Forum Atacor, qui est d'abord une association qui a été fondée par un groupe de jeunes et de moins jeunes de Tamanrasset, des intellectuels. Nous avons des docteurs en patrimoine. Nous avons une personne qui a fait de l'architecture de terre et qui est spécialisée dans l'habitat saharien, des opérateurs touristiques comme moi, donc tous algériens issus de l'université algérienne et puis avec des études plus poussées. On s'est dit peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour redonner à notre désert son lustre d'antan. Exactement. En fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu des périodes où Tamanrasset comptait des milliers de touristes qui affluaient chaque année. Tout à fait, c'est vrai. Tout à fait. Ça a été une destination d'excellence. Je le dis, je suis fière de le dire. Et par des événements que nous connaissons tous, les choses ont un petit peu baissé. Donc nous sommes revenus un petit peu pour redonner et rappeler ces destinations. C'est vrai que même si les événements dont vous parlez, à savoir les printemps arabes, donc en Libye, en Tunisie, en Libye, en Tunisie, mais aussi en Égypte, même si l'Égypte est un petit peu relativement loin, mais ça a touché la région. Tout à fait. Et c'est notre sud qui en a pâti. Exactement, alors que la région est très sûre, la région est restée très sûre, on pouvait continuer à travailler, mais bon, voilà. Mais il y avait obligation par la suite de protéger les frontières, protéger justement les touristes qui viennent chez nous. Exactement. Et notre État, notre gouvernement a pris en charge, a pris en main la sécurisation de tout ce territoire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là, à partir du moment où on sait maintenant que nos frontières sont sécurisées, on s'est dit c'est peut-être le moment de redonner, de relancer les choses, mieux organiser les choses. Nous voulons par ce forum aussi toucher d'autres marchés parce que longtemps on a été tributaire d'un seul marché et là nous voulons nous ouvrir, montrer cette région à d'autres touristes potentiels en Asie, en Amérique latine et d'où l'organisation de cet événement-là. Oui, qui est un forum international en fait dédié justement à la promotion de la culture et du tourisme saharien. Donc c'est une première édition. Exactement. Et on lui souhaite vraiment réussite et pérennité en fait. Mais oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y en aura d'autres. En tout cas, nous souhaitons la réussite de ce premier-là. Et puis la date, le choix de la date n'est pas anodin. Nous célébrons la culture. Dans quelques jours, nous célébrons le mois du patrimoine, l'ouverture du mois du patrimoine. Donc c'était l'occasion pour nous, une opportunité pour justement mettre de la lumière sur cette destination. Donc on va un petit peu parler du Hogar. Le parcours justement permet de découvrir le Hogar en Corse, c'est-à-dire avec vos invités, les participants. Donc on va avoir tout un programme dont on peut parler peut-être un petit peu le déroulement. Bien sûr, je vais pas j'aimerais laisser un peu de surprise à nos invités, mais le programme va commencer donc le 17 avril, le départ aujourd'hui. Nous allons accueillir nos invités déjà à l'aéroport d'Alger pour les assister déjà au départ. Et puis donc l'événement commencera
sera le 18 avril, donc par l'ouverture de l'événement et par les autorités locales. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier, hein, notamment nationalement le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le ministère de la Culture qui nous ont beaucoup soutenus pour cet événement, et puis les autorités locales, le Wali de Tamanrasset, la mairie, la PC de Tamanrasset et beaucoup d'associations qui ont cru en l'événement et qui donc nous ont soutenus. Et puis après, on va faire des visites de villages parce que le but justement c'est de mettre la lumière un peu au village parce que l'arrêt du tourisme pourrait les mettre en danger quelque part parce que mettre la culture en danger parce que à partir le tourisme a beaucoup contribué à la préservation du patrimoine matériel, immatériel, culturel de la région et les touristes venaient à cette région-là pour voir ces traditions, pour voir cette culture, et si personne ne vient voir cette culture, elle risque de disparaître. Oui, c'est une culture qui a conservé quand même son authenticité. La culture touareg est l'une des plus authentiques dans notre pays. Tout à fait. Nous citerons par exemple la Sviba, qui est vraiment cette manifestation parmi les plus authentiques du pays, c'est-à-dire que ça se célèbre de la même façon qu'il y a 100 ans, il y a 200 ans en arrière, et ça c'est beau à tout voir. À fait. Ben justement, ce patrimoine millénaire, nous souhaitons justement le préserver par des types d'événements comme ça. Même le tourisme va peut-être tarder à arriver comme il était avant, mais je pense que par des événements comme ça, nous participons déjà à préserver cette culture. Déjà en 2017, 4600 touristes ont été recensés donc, dans la région. On visitait Tamanrasset et la culture de la région. Tout à fait. Nous espérons en avoir plus parce que la région est riche et grande. Elle peut, comme elle l'a fait par le temps, accueillir beaucoup de touristes, notamment dans la saison de l'hiver hivernal où il fait froid ailleurs alors qu'il fait plutôt très bon chez nous. Donc je pense que ça peut être une belle destination de vacances. Et j'incite d'ailleurs aussi bien, pour moi il n'y a pas de différence. Un touriste est un touriste, qu'il soit étranger ou algérien. J'incite aussi beaucoup notre communauté algérienne à l'étranger qui visite très peu le désert algérien. Donc j'espère que par ce passage, et je vous en remercie d'ailleurs de me donner l'occasion, auront cette curiosité de visiter. Là, le spot défile en images justement sur notre écran, là, pendant que nous discutons. Donc là, c'est justement les monts que l'on peut observer peut-être à partir de la Scrème. C'est très beau quand même quand on est dans ce prémontoire et qu'on voit ce paysage lunaire unique, un des plus beaux couchers du soleil à Tamanrasset. Tout à fait. Le désert algérien est un des plus beaux au monde, donc rien que cette valorisation nous rend très fiers et on n'a qu'une seule envie, c'est de le montrer au monde entier. En tout cas, c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous espérons faire pour attirer des personnes à venir visiter. C'est vrai qu'on ne connaît pas assez l'avantage, par exemple, d'un pays limitrophe comme le Maroc, par exemple, c'est que le cinéma mondial a contribué aussi à promouvoir ces régions, à leur donner un petit peu plus de notoriété à l'étranger. Le cinéma chez nous avait bien débuté aussi du côté des hauts plateaux, du côté de la porte du désert par exemple de Saada. Mais après il y a eu un recul. On a cité l'Écosse tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut peut-être aussi jouer sur cette carte-là, la carte du cinéma et de la promotion de l'image. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans le temps, je ne sais pas si de grands photographes internationaux venaient photographier de grands mannequins internationaux ici dans notre désert dans les années 70-80, et puis il y a eu cette coupure. C'est dommage. J'espère en tout cas que les gens du cinéma algérien
puissent réfléchir. C'est un décor, ils n'ont pas besoin d'autre chose, il est fait par la nature, qui pourrait, oui, donner une idée. On a vu un film que moi j'ai vu qui s'appelle Tombouctou, qui a fait un impact incroyable, déjà par l'histoire, mais surtout par les paysages. Donc ça a rendu les gens très curieux de savoir et de voir cette beauté. Et j'espère en tout cas, et je souhaite vraiment que les cinéastes de chez nous puissent venir faire quelque chose d'artistique. Oui. Moi j'ai en mémoire une anecdote en fait. J'avais rencontré une psychiatre dans le désert de Janet un jour, et cette psychiatre était tellement épanouie, elle m'a dit « Je veux rentrer et mes malades vont être encore plus zen. » Non mais c'est vrai. Ils vont retrouver un docteur complètement transformé de l'intérieur. Mais c'est vrai que ça transforme, hein, parce que le désert, vous savez, c'est un état d'esprit. Venir dans le désert, c'est une démarche... c'est toute une démarche, donc je pense qu'il faut être préparé déjà. Et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en une semaine, on peut faire spiritualité, voilà, la zénitude, comme on dit, le yoga. Moi, dans le temps, j'avais organisé un groupe, une personne qui avait voyagé avec des personnes. Ils ont fait des cours de yoga dans le désert, et limite, ils avaient presque pas besoin de faire cette cérémonie de yoga, parce que le désert déjà donnait cette je pense qu'il y a beaucoup à faire. Des sensations fortes peuvent être aussi vécues par le ski. Ski sur les dunes, c'est aussi une manière aussi de pratiquer un sport qu'on connaît déjà en montagne, et de le tester autrement, c'est excellent. Tout à fait. Par cet événement, évidemment, on voulait plus parler sur Tamanrasset, et puis parler de Tamanrasset parce que ça parle aux gens, mais aussi mettre la lumière sur tous les déserts algériens, et les dunes de la Sahara ou les dunes de Timimoun. Évidemment, ils ont déjà des clubs de ski, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Absolument. Il y a beaucoup de sports, donc je pense que chaque région en fait revêt un cachet particulier. C'est ce qui fait la richesse en fait de notre Sahara, de notre désert. En fait, aucune région ne ressemble à l'autre. Peut-être que ceux qui nous suivent ce matin s'imaginent que le désert, le Sahara, ce sont des dunes à perte de vue, mais il n'y a pas que cela. Il y a de très belles oasis, des gueltas, des reliefs montagneux qui sont fabuleux. Exactement, et puis il y a autre chose, il y a l'art rupestre, il y a les gravures, il y a les peintures rupestres, donc il y a un côté culturel, historique, il y a beaucoup de choses, et puis il y a un peuple dans ce désert. Il y a un peuple. Absolument. Donc le désert, on a toujours l'impression que c'est vide, il n'y a personne, il y a un peuple qui a une culture, qui a quelque chose à partager, et puis c'est un peuple de partage. Donc, de partage, un peuple de noblesse, un peuple qui sait accueillir, et d'une grande générosité. Tout à fait, donc j'espère vraiment que, voilà, donc nous voulions justement réorganiser les choses, ça a été très bien fait, nos aînés nous ont beaucoup soutenus, ils ont très bien fait les choses. Nous souhaiterons avec les nouvelles générations, évidemment, ça a changé, ça va très vite, ça a réorganisé les choses pour pouvoir... Mais déjà nous-mêmes, enfants du Nord, personnellement je suis une enfant du Nord, et quand je vais vers le Sud, je récupère mon authenticité quelque part. Dans la mesure où on est tellement détendu, on n'est pas dans l'apparence, on peut vraiment s'imprégner de l'artisanat, on peut s'approprier cet artisanat qui est fabuleux. Vous voyez comment vous portez votre collier, et Dieu sait que les artisans de Tamanrasset sont extrêmement habiles de leurs mains. Excellent. Exactement, donc nous justement pour renouveler les choses et les faire apprécier de tout le monde, nous avons essayé, comme vous le voyez, de moderniser un petit peu. On a ramené la touche moderne dans l'habit traditionnel pour qu'il puisse être porté. Vous pouvez porter. Mais il est porté, moi j'ai des tenues que j'ai amenées avec moi. On les porte avec facilité. Les matières, la conception est belle et s'adapte à toutes les... C'est ça, exactement. Nous avons essayé moi-même, je fais moi-même pour pouvoir mes tenues, pour pouvoir pouvoir les mettre. Si je suis en voyage, je suis là, je peux conduire avec, tout ça, parce que c'est vrai que la tenue traditionnelle, elle est plus adaptée quand on est dans le désert, mais moins adaptée dans les grandes villes. Donc nous avons essayé par les bijoux, de les démoderniser les choses,
que ça puisse être porté par tout le monde. Très bien. En tout cas, les touristes qui vont affluer à Tamanrasset à partir de demain, donc les visiteurs de Tamanrasset qui viennent à l'occasion de l'Atakor, le forum, donc première édition, vont être ravis de découvrir tout cela. Je l'espère, en tout cas, toutes ces facettes culturelles. Tout à fait, justement, on est en vacances, en tout cas les gens qui sont à l'étranger, en Europe, ils sont en vacances. Vacances de On printemps. voulait justement leur dire qu'on peut passer des vacances en Algérie. On a 15 jours de vacances, on peut passer une semaine. Vous voyez ce ciel, il est unique et c'est ce qu'on voit à Tamanrasset. On peut observer le ciel de la même façon à l'œil nu. Exactement. Pas besoin de télescope. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, les gens peuvent zéro pollution. Oui, exactement. Venir passer leurs vacances une semaine peut-être à Tlemcen, je dis ça comme ça, et peut-être la deuxième semaine la passer dans le désert algérien. On peut le faire. On a des moyens de transport dans le pays qui peuvent permettre d'allier les deux, passer une semaine dans le nord, passer une semaine dans le sud, et nous voulons que ça se passe, qu'il y ait cette jonction-là de vacances entre nord-sud dans la même période. C'est excellent, donc en tout cas c'est jouable. Hein. C'est jouable. Et bien sûr, les agences touristiques, on va en parler quand même. Elles vont être, voilà, c'est-à-dire que j'imagine que vous allez aussi parler du travail de ces... Ce sont des familles entières qui se consacrent au tourisme dans cette région. Exactement, le produit touristique algérien est un produit économique, il faut le dire, qui pourrait être... il a été très impactant dans la région, il a été porteur donc, de paix sociale, de sérénité et surtout de sécurité économique. Donc je pense que la nature nous a gâtés et nous a donné ce beau paysage. Et beaucoup de familles à Tamanrasset, toute la ville de Tamanrasset a vécu longtemps du tourisme. L'artisan vit du tourisme, le vendeur de légumes vit du tourisme, les familles, les chauffeurs, les guides. Nous avons une école de tourisme où on a formé des guides et je pense que ça peut être... comme ça l'a été, hein, pour la population touareg, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. C'est dans l'âme. En fait, on est déjà dans le tourisme enfant. Donc même quand on transporte son méhari, on est déjà dedans. Exactement. Le Saharien est nomade et il bouge, donc il connaît très bien sa région et c'est de là qu'on peut faire visiter, partager, faire visiter cette région-là aux visiteurs. Oui, moi je raffole du thé. Le thé à Tamanrasset, Ouadjanet, mon Dieu, quel plaisir. La cérémonie des trois thés. La cérémonie des trois thés, on peut le rappeler un petit peu. Tout à fait. Ça séduit en général. Alors, le thé, on le boit sur 3 thés. En fait, le thé infuse doucement. Et puis, il y a une logique. Au début, il est très fort. Et puis, au fur et à mesure, le thé devient très doux, comme la vie. Et voilà, il y a tout. Je ne veux pas tout dire aujourd'hui parce que nous réservons des petites surprises à nos invités. Mais la cérémonie du thé, elle est très importante chez nous parce que c'est un moment de partage où on se pose, où on discute et on prend le temps. Il n'y a pas un targui qui ne possède pas toute la panoplie dans son 4x4 ou sur son chameau. Exactement, on a toujours notre matériel avec nous, partout, même quand on voyage. Hein. On a les théières, le berred et les verres de thé avec nous. Et tout est là pour justement des moments de partage fabuleux. Oui, on ramasse un petit peu des bouts de bois et hop, et on est assis autour d'un beau feu comme ça. Exactement. En toute convivialité. Et c'est vrai que c'est la magie un petit peu quelque part du désert. Oui, le temps. Au fait, le désert est beau, d'accord, mais aussi on a cette notion de temps qui est importante que dans les grandes villes. Oui, elle est différente. Elle est différente. Le temps passe lentement. Voilà, nous avons toujours dit, quand les invités viennent, on leur dit enlevez vos montres. Oubliez. Donc vous avez les montres, mais nous avons le temps. Oui. Et je pense que c'est bien. Évidemment, c'est bien voilà, on est c'est la modernisation, les grandes villes, mais une coupure est toujours bonne. Ça fait revenir à l'essentiel, ça fait rappeler l'essentiel. En tout cas, si vous êtes tentés, c'est vous qui nous suivez ce matin, de rejoindre cette belle
belle caravane qui s'installe à Tamanrasset, ben voilà, sachez que le Forum Attaccord, dans sa première édition, vous propose tout un programme parmi les plus intéressants. Donc on va voir les multiples facettes de la culture de la région, la culture touareg, mais aussi les sites fabuleux qui peuvent s'offrir aux visiteurs, mais aussi une réflexion commune, c'est bien cela. Exactement, donc le dernier jour, nous allons faire une journée d'études où on va réfléchir, partager les idées, comment on pourrait relancer les choses sur de bonnes bases pour que ce tourisme soit durable. Voilà, par la création de connexions entre les différents tours opérateurs, exactement, ici et ailleurs. Exactement, tout à fait. Ben Messoudi, donc Khadija Ben Messoud, merci. En tout cas, j'étais ravie de vous recevoir ce matin sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Je rappelle que vous êtes à la tête d'un tour opérateur, le Itinérance, donc en l'occurrence. C'est à Tamanrasset et vous êtes parmi les organisateurs de cette première édition du Forum Attaccord. Tout à fait, je vous remercie. Merci infiniment. Bon vent. Merci. Vous allez certainement retrouver donc vos invités qui arrivent aujourd'hui sur Alger pour un départ sur Tamanrasset dès ce soir. Tout à fait, exactement. Je vous remercie. Je vous souhaite un agréable séjour avec l'ensemble des personnalités et des personnes qui viennent. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir laissé l'occasion de parler de cet événement que j'espère sera une réussite et débouchera sur d'autres événements. Merci bien. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. C'est tout le mal qu'on souhaite à tous les organisateurs qui sont autour de vous. Cette équipe justement fabuleuse qui travaille et qui veille au grain justement du côté de Tamanrasset. On les salue tous. Coucou et bon vent. Bon vent à Riyad Aberken en fait, qui sera l'animation des soirées artistiques. Ben oui, on l'espère. On l'espère. En tout cas, voilà, on est très attendu. À Monsieur Zonga qui nous avait justement donné la primeur de cette annonce il y a quelques temps. Voilà. Merci. Vous qui nous suivez ce matin, bonjour d'Algérie, ça se poursuit jusqu'à 9h30. Restez avec nous pour la dernière séquence, s'il vous plaît.
Merci d'être avec nous encore dans Bonjour d'Algérie. Je vous le disais tout à l'heure, nous allions parler un petit peu de la commémoration du printemps berbère. Nous sommes à J-3 de cet événement. Et puis également, nous sommes à J-1 du lancement du mois du patrimoine. Et pour parler justement de ces deux événements, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Nabila Lounassi. Nabila Lounassi, bienvenue. Merci de venir de la ville des Genêts pour nous parler justement de toute cette belle programmation. Azoul Flaouen, merci. Merci pour l'invitation. C'est nous, tout le plaisir est pour nous. Donc on va parler un petit peu. La Maison de la Culture Mouloud Maamri est l'une des plus actives, je dirais, du pays, puisqu'elle offre à chaque fois des programmes parmi les plus réussis. Et là, vous faites toujours fort un programme très riche, très étoffé, à l'occasion de cette 38e commémoration justement du printemps berbère. Oui, qui se porte d'ailleurs cette année sur le thème avril 1980, une date pour l'identité et la mémoire algérienne. Très bien. Voilà. C'est vrai que c'est une année quand même particulière, cette oui, année avec l'officialisation de la langue amazigh et la constitutionnalisation aussi. Oui, c'est une année très intéressante. Oui. Très, très intéressante. Donc ce colloque ne fait justement que confirmer cet intérêt porté à l'identité amazigh et aussi à toutes les facettes, aux multiples facettes de la culture amazigh. Justement, on a pensé à faire une exposition sur les timbres, sur la philatélie algérienne. D'ailleurs, on a eu une journée porte ouverte portant sur le thème contre le timbre algérien et porteur de l'identité et du patrimoine culturel national. Voilà, donc on a invité des collectionneurs de timbres algériens. On a eu des invités d'Oran, de la wilaya d'Oran, de Ouargla, de Betna, de Tipaza, de pas mal de wilayas. Donc d'autres pays, d'autres wilayas ont pris part justement à l'événement. À l'événement, oui. On a eu aussi des expositions autour du patrimoine et la chronologie des événements du printemps berbère avec différents musées nationaux tels que les ATP, les Arts et Traditions Populaires d'Alger, le musée du Bardo aussi. Voilà. Donc quelque part occasion de faire un 2 en 1. C'est-à-dire que là on va célébrer le printemps berbère, mais également justement le mois du patrimoine. Le mois du patrimoine qui commencera demain, Inch'Allah. C'est judicieux là de joindre. Oui. Enfin c'est 3 ans, c'est en train de la journée du savoir aussi, le 16. Très bien. Qu'on a célébré hier avec Jamaïat l'Ulama al-Muslimin. Et puis la matinée, il y a eu des conférences, débats. Et l'après-midi, on a eu un programme avec l'éducation, collaboration avec l'éducation. C'était des élèves, des petits-enfants qui ont présenté leur programme. Il y a eu des pièces théâtrales, de la poésie, des chorales qui portent toujours sur le savoir. Il faut noter aussi qu'il y a eu un programme avec la gendarmerie nationale, entre l'éducation et la gendarmerie nationale. Ils ont délivré un permis en collaboration avec la gendarmerie pour les petits-enfants. Ils l'ont nommé At-Tifl al-Rajul. C'est un permis symbolique. Oui. C'est sympa. Voilà. Mais j'imagine le bonheur des enfants. Des enfants, oui. Il fallait vraiment voir. C'était vraiment très, très intéressant. J'espère qu'ils n'ont pas exigé de voiture à leurs parents, c'est tout. Non, pas encore. En format c'est-à-dire les petites, ça fait rien, mais bon. Papa, ils m'ont permis, je veux ma voiture, j'imagine. Voilà. C'est pour les initiés, parce que c'est la génération de demain. Absolument. Voilà. Absolument. Lui inculquer tant de valeurs, c'est très important. Et c'est ce que fait justement la Maison de la Culture Mouloud Maamri. Déjà, tout au long de l'année, les ateliers sont multiples pour initier l'enfance, les plus jeunes, justement, à toutes les facettes de la culture. Et là, quand il y a un fait marquant, vous zoomez davantage sur certains aspects. C'est ce que j'apprécie. Donc, dans votre équipe, franchement, c'est ce travail-là que j'apprécie énormément. Merci.
Et donc, on continue. Il y a probablement des ateliers, non? Oui, sûrement. Oui, sûrement. Durant le programme du 20 avril, toujours, il y a des ateliers, il y a des journées d'études et on n'a pas ciblé que la Maison de la Culture parce qu'on a d'autres espaces culturels tels que l'annexe de la Maison de la Culture qui se trouve à Zesgar. Il y a la cinémathèque, il y a le théâtre régional aussi, il y a eu des projections de films. La bibliothèque de lecture, souvent. La bibliothèque principale de lecture, oui. D'ailleurs, le 23, Inch'Allah, il y aura le salon du livre et les droits d'auteur. Donc, c'est un riche programme. Il y a des journées d'études, il y aura des ateliers pour enfants, ateliers calligraphie, dessin, portant toujours sur le thème du 20 avril. Voilà. Oui, c'est excellent déjà, c'est excellent. On a aussi un programme de proximité là que vous avez devant vous. Oui, en tout cas ça se poursuit sur plusieurs journées, donc du 14 au 23 avril. Oui. Voilà, le programme est certainement sur le site de la direction de la culture qu'on peut peut-être rappeler à cet effet. C'est www.dirculture Tizi Ouzou. Voilà. C'est excellent. Donc là, ça c'est le volet justement de la commémoration du 38e anniversaire du printemps amazigh, mais il y a aussi le volet patrimoine. Donc on entre de plein pied à partir de demain. On sera rentré de plein pied dans le mois du patrimoine, 18 avril, 18 mai. Durant tout un mois, j'imagine un petit peu les activités qui ont été déjà mises en marche. Alors au programme, demain on aura Inch'Allah une journée d'études qui se portera sur on continue toujours dans le 20 avril. Dans notre identité, la journée d'études se portera autour de la langue amazigh, l'écriture et son évolution, on aura des chercheurs de différents centres de l'Algérie. On aura des enseignants de l'université qui animeront cette journée d'études. Excellent. Voilà. Excellent. Puis il y a aussi, au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des différents établissements culturels, un riche programme aussi portant toujours sur le point du patrimoine qui, dont le thème cette année est « Mon patrimoine, mon devenir », sous les instructions de M. le ministre de la Culture, M. Asdin Mouvi. Voilà. Il y aura aussi un programme autour... c'est une caravane du patrimoine. J'allais dire, est-ce que vous avez programmé des visites sur site? Oui. Voilà. Au niveau de la ville de Tizi Ouzou, on a 26 sites classés entre classement national et inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens culturels. Donc là, on a choisi quelques sites portant sur le thème, tels que la grotte d'Ifira, qui porte des inscriptions libyques, qui porte des gravures et peintures rupestres. Donc, et les villages traditionnels aussi. On y emmène les enfants pour connaître ce patrimoine. Il y a Tixirt aussi, qui est très belle. Tixirt, oui, bien sûr. Si on ne parle pas de Tixirt. Oui, c'est la région la plus connue de toute façon. Exact. Non, même ces derniers temps, les sites qu'on classe et on travaille beaucoup plus avec les enfants, donc ça commence à se connaître. Si vous posez une question à un enfant de Tizi Ouzou, vous lui dites quels sont les sites classés de Tizi Ouzou, donc facilement ils vont vous les citer. Voilà. Oui. Tellement qu'on a l'habitude Tellement vous communiquez avec les enfants. Oui, et de faire des visites pédagogiques à ces enfants-là. Des visites pédagogiques, des ateliers, vous stimulez leur imaginaire au quotidien et puis vous les incitez à travailler en groupe. C'est excellent et voilà, j'imagine leur bonheur encore une semaine rien que pour eux. Oui. Et pour les adultes aussi. C'est tout un mois. Là, c'est tout un mois pour ce qui est du patrimoine, mais là, une semaine dédiée à la culture amazigh. Il fallait voir leur joie hier. Ils étaient vraiment heureux de présenter leurs travaux. Voilà. Personnellement, je suis déjà heureuse sans y avoir été, donc je sais combien c'est intéressant, je sais combien c'est étudié en fonction justement des enfants, les plus curieux surtout d'entre eux. Donc merci beaucoup Nabila Lounassi de nous avoir un petit peu annoncé ces beaux événements qui se déroulent du côté de la ville des Genêts. Vous voulez peut-être conclure par un petit mot ?
Bah voilà, puisque demain c'est l'ouverture du mois du patrimoine, donc j'invite toute la population de la wilaya de Tizi Ouzou à venir voir le programme. Au niveau de la Maison de la Culture? Au niveau de la Maison de la Culture, excellent. Oui. Le coup de départ sera au niveau de la Maison de la Culture. À partir de quelle heure? À 10h, Inch'Allah. Très bien. Un petit rappel rapide aussi du programme d'aujourd'hui par rapport au printemps berbère. Alors aujourd'hui, c'est le 17, pardon. Tellement que c'est un programme riche. Tellement riche. Alors, on va laisser les personnes s'enquérir sur place au niveau de la Maison de la Culture. On va vous épargner justement la lecture. Et puis les inviter aussi à consulter le site www.dirculture. Qui veut dire Tizi Ouzou, voilà. Théo. Voilà. Et il n'y a pas de point quelque chose. Point des Z. Voilà, point des Z. Et puis voilà, merci infiniment. Donc je vous souhaite un bon voyage de retour vers Tizi Ouzou. Merci, et vous, Tanmir. Ok, merci. C'est notre langue. J'essaie de le dire aussi, Tanmir. Ok. Merci infiniment. Merci en tout cas, pour clore cette émission, j'aimerais vous présenter, mesdames, messieurs, donc une revue, un nouveau-né, donc qui vient enrichir le paysage médiatique en Algérie. Il s'agit d'une revue en langue arabe. Ça s'appelle Majallat ad-Dakhiliya, donc consacrée à des thématiques politiques, des thématiques qui touchent un petit peu certainement au déroulement, justement aux nouvelles réglementations, à éclairer justement autour des nouvelles réglementations en termes de juridiction liées aux citoyens et directement liées aux citoyens. Donc Majallat ad-Dakhiliya, c'est pour vous permettre donc de découvrir, je ne sais pas si on l'a vu à l'image, ça y est, c'est fait? Ah, très bien. Très bien, parce que je vois un timbre et j'ai du mal. Ah, voilà. Ah oui, le timbre, c'est en fait la deuxième. Voilà, c'est la dernière page de la revue, le verso. Très bien. Donc, Majallat ad-Dakhiliya, ce nouveau-né dans le paysage médiatique, vous l'aurez su, mesdames, messieurs, ce matin. Merci donc à ceux qui nous ont suivis à partir de chez eux ou qu'ils soient. On les salue, on leur souhaite une agréable journée. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt pour ce qui est de moi. Donc, je vous retrouverai lundi prochain. Demain, vous retrouverez Amal Almi pour le meilleur de l'actualité dans Bonjour d'Algérie, votre magazine.